La critique se poursuit et nous parlons maintenant de musique. J'ai la grande joie de retrouver d'assidus disputeurs Christophe Comte, critique, auteur et documentariste, et Philippe Azouri, rédacteur en chef culture à Vanity Fair. Au programme de disques, tout à l'heure nous parlerons de Sufjan Stevens et de son album Ascension, mais tout de suite Corse, île d'amour de Barbara Carlotti. C'est le 6e album de la chanteuse, née au milieu des années 70, un retour vers l'île de sa paternelle ascendance, où elle a passé de nombreux étés. Le disque ouvre sur une version nouvelle d'un morceau qui figurait déjà sur un précédent album, ici, dans lequel Pierre Gambini lui donne la réplique en corse et se poursuit ensuite dans les deux langues, mêlant composition et reprise de chansons traditionnelles. On écoute tout de suite Solenzara. Nous nous sommes rencontrés sur la plage de Solenzara. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été. Dans la nuit d'été, sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais. A Solenzara, occhi dolce felicità. A Solenzara, più bello non si può stare. Quando penso a Solenzara, che Dio lascia d'uguagliare. Una nostalgia amara, come suono di chitarra, o gore facce tremare. E voi guli pescatori, ritornando di Bisca. C'è 100.000 colori, da fascimili vittori, che non li non vi sa. A Solenzara, occhi dolce felicità. A Solenzara, più bello non si può stare. On écoute les cigales jusqu'au bout, ça fait du bien. Oui. Christophe Comte, un premier regard Bonjour, sur cet Lucie. album. Bonjour. Premier regard au début, le premier sentiment quand j'ai eu vent du projet. D'ailleurs, j'avais reçu un lien et je ne me suis pas précipité dessus parce que j'avais un peu peur, parce que je suis très fan de Barbara Carlotti. Et puis l'idée d'un album corse, ça faisait un peu cette espèce de truc un peu régionaliste que certains tentent quand les carrières sont un peu trop dans l'ombre. On tente un truc comme Nolwenn Leroy à l'époque avec les Bretons, qui avait très bien réussi. Et donc j'avais un peu peur de ça, même si connaissant Barbara Carlotti, je me disais bien qu'elle allait vraiment s'approprier ses chansons et surtout choisir dans des répertoires très divers, ce qui est vraiment l'idée de ce disque. C'est pas de faire un disque de chansons corse pure et dure.
c'est d'aller même chercher des choses un peu à contre-emploi, comme la chanson de Fernandel sur les Corses, qui se moque un peu des Corses. Et puis, en écoutant, déjà, j'ai retrouvé complètement Barbara Carlotti, c'est-à-dire que ce qu'elle fait en règle générale, c'est-à-dire de la pop très sophistiquée, avec une voix voilà, qu'on n'aime pas, mais qui est quand même une des voix les plus singulières et pour moi une des plus belles voix de la pop française. Qu'elle chante voilà, des chansons corses, du répertoire corse, ou ses propres chansons, finalement, à l'arrivée, ça donne un disque qui n'est pas très différent de ce qu'elle fait d'habitude. Donc j'ai eu un petit sursaut au départ, et alors après, j'ai été totalement séduit par ce disque. Philippe Azori. Ouais, non, je suis aussi comme Christophe, c'est-à-dire que j'ai toujours peur des projets régionaux. Bon, parce qu'on n'a pas été très bien servi. Enfin, l'histoire, pour l'instant, ça nous a jamais vraiment donné raison. Et ce qui me fascinait en même temps dans ce projet-là, d'instinct, je le sentais différent, c'est qu'on sent bien depuis quelques années déjà que Barbara Carlotti n'a plus très envie de faire un album qui serait une compilation de 11 ou 12 morceaux qu'elle aurait écrits sur les 2 ou 3 dernières années. Qu'elle a besoin d'une narration qui est différente, d'une narration qui se déplie vraiment différemment. Il y a vu ce disque qu'elle avait fait chez Gallimard, ce qui est quand même à noter, qui allait avec une bande dessinée qui s'appelait La Fille, en collaboration avec Christophe Blain. On sent qu'elle va, depuis quelque temps, elle est intéressée à ce qui pourrait être un concept album. Ça aussi, c'est un genre souvent Alors, qu'est-ce que c'est un concept album? C'est un album qui tient une unité sur une idée, qui est porté par une idée. Ça pourrait être... moi, j'ai l'impression que Barbara Carlotti, mais c'est sa culture aussi, on la connaît, c'est quelqu'un qu'on connaît un peu bien, que Barbara Carlotti conçoit le concept album comme Ray Davies des Kings concevait les concept albums, c'est-à-dire que vraiment, on part quasiment sur l'idée d'une nouvelle ou de quelque chose qu'on pourrait déplier sur qui est narratif en fait. Ouais. Et là, le concept pour le coup, c'est un retour aux sources. Elle l'a toujours dit, elle n'était pas complètement habitée par des racines corses, c'est quelque chose qui vient tard. Elle le fait avec passion, parce que du coup, elle ouvre... Moi, j'ai jamais été en Corse, une culture que je connais pas du tout, je ne vais pas la ramener. Mais effectivement, de Pierre Gambini, on voyait un peu, les frères Bernardini di Mouvrini, mais après, on va sur Carlo Rossi, Tony Toga, on est sur Bruno Baccaro, j'espère que je n'écorche pas les noms, je m'en excuse d'avance si je le fais. On va sur une réappropriation, une revisitation d'une culture, un partage, et comme le dit Christophe, ça reste quand même du Barbara Carlotti. C'est-à-dire qu'elle arrive à combiner ça avec cette espèce de son très marqué 60s, des références un peu psychédéliques, qui pourrait donc finalement, c'est Imouvrini rejoué par Stéréolab. Christophe Comte. Oui, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est intéressant, Barbara Carlotti, comme Philippe l'a dit, elle a toujours été fascinée par certains grands compositeurs, songwriters des 60s, notamment des 70s aussi. Et elle a avant tout, ce qui est saillant vraiment chez elle depuis toujours, c'est la mélodie. Et ce qu'elle a réussi à nous faire admettre, nous qui sommes des béotiens de la chanson corse, c'est que finalement tout ça, c'est de la mélodie. Et que toutes les mélodies qu'elle a ressorties peuvent effectivement s'inscrire dans des répertoires de toutes sortes. C'est-à-dire que c'est pas du tout, à aucun moment, on entend quelque chose qui serait de la musique folklorique. Pas du tout. Et du coup, je pense, alors après, il faudrait écouter les originaux, mais je pense qu'il y a des chansons, il y a un répertoire qui est très varié, comme j'ai dit. Oui, alors que moi, j'ai pas réussi toujours à identifier. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des choses très anciennes, de la tradition vraiment quasiment tout, vernaculaire corse. De la variété corse aussi. Et un peu de variété. Ouais. Mais quand même, en termes d'époque, c'est assez varié. Faut pas oublier que la Corse... c'est ça, on est d'accord. Faut pas oublier que la Corse, d'après ce que j'en ai compris quand même, a été très marquée par la chanson italienne, par la chanson napolitaine. Donc, on retrouve ça aussi dans ces chansons-là. Et comme depuis des années, on redécouvre aussi ce répertoire de la chanson populaire italienne, finalement, on est assez familier quand on rentre là-dedans. On retrouve quelque chose de ces chansons-là. Et en plus, elle a rajouté par endroits des pièces qui sont, des pièces rapportées de la Corse, qui sont des chansons finalement de gens qui tombaient amoureux de la Corse, mais qui ne l'étaient pas eux-mêmes, notamment cette chanson de Higelin,
qui avait été un peu raté par Higelin à l'époque, en 82, qui est une chanson vraiment sublime, avec en plus Isia Higelin qui vient chanter. Il se trouve que le Tao en question, très célèbre à Calvi, paraît-il, qui a un club et un bar à Tao, chez Tao, donc c'est le parrain de Isia. Enfin, il y a quelque chose de très familier là-dedans. Qu'elle soit venue chanter cette chanson après la mort de son père, et finalement une chanson déterrée du répertoire d'Higelin, parce que bon, les fans d'Higelin la connaissaient, moi personnellement je l'ai réécouté là et je me suis rendu compte qu'il était passé à côté de quelque chose. C'est une sublime chanson qu'il n'avait pas très bien jouée, il devait sortir très tard chez Tao et il a dû l'enregistrer à la sortie, et il y a beaucoup de choses comme ça, même la chanson de Tino Rossi à la fin, bon, qui donne son nom à l'album, a priori comme ça. Moi, Tino Rossi, dès qu'on prononce son nom, je me sauve en courant, et là je me dis... Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas encore à aller chercher même mais voilà, Tino Rossi avant qu'il soit voilà, figé dans son truc de Petit Papa Noël. Avant le proto Petit Papa Noël, c'est voilà, très très beau. Oui. Ceci dit, il faut l'assumer d'ailleurs, ce titre, hein, pour un album Corcil d'amour, qui est le nom de la chanson. Au Corcil d'amour. Elle assume tout, y compris la pochette, parce que voilà. Vous n'avez pas vu la pochette, vous avez de la chance. La pochette, voilà. Pochette très guide du routard. Voilà, touristique. Elle a voulu cette pochette justement. Brochure un peu. Voilà, pour pour pas mentir sur la marchandise. Elle allait pas faire une pochette psychédélique sur un truc qui est vraiment pour le coup un acte d'amour à l'adresse du pays de son père. On écoute un deuxième extrait un peu différent du premier, Haute Chucciarella, qui est justement une sorte de tarentelle italienne. Sai quanto t'adoro, le do bellezze, le do collane d'oro, ciucciarella inzoccherata, quanto è lunga sta nottata. Su per le gollette ci sono le capre, le muffe, le cervette, qua su soli tre conigli, corridosi tulipini. Il a été temps de s'arrêter parce que Philippe Azori est en train de s'endormir au son de cette berceuse de Barbara Carlotti. Il y a quelque chose dans la manière de travailler l'instrumentation que je trouve vraiment très belle. C'est ces espèces de claquements de mains qui font une sorte de beat, enfin de basse, et qui alourdissent beaucoup la comptine populaire. Moi, je le trouve très mélancolique. Alors, je ne sais pas si c'est moi en ce moment qui suis très mélancolique, c'est tout à fait possible. Mais je le trouve assez dur, assez triste, en fait, ce disque. C'est assez juste, et ça rejoint ce que j'avais envie de rajouter. C'est-à-dire que ma surprise sur ce disque-là, et c'était peut-être une déception à la première écoute, mais je l'ai beaucoup réécouté là depuis 48 heures et je le trouve très bien cet album. Mais pour moi, Barbara Carlotti, c'est un dandy. Et pour moi, Barbara Carlotti, par exemple, c'est le morceau sur Cannes que je trouve génial, qu'elle avait sorti en 2005-2006, où il y a toujours chez elle un second degré, une distance. Et ce disque-là,
par sa démarche même, ne peut pas passer par le second degré et la distance. Et on a l'impression, à un moment donné dans le disque, que soit il faut qu'elle aille vers un lyrisme, mais on voit bien que ça l'effraie, que c'est pas du tout ça son truc. Soit vers une épure, ce qu'on a entendu, c'est vraiment dans l'épure, et quand ça marche, c'est très très beau là-dessus. Et en même temps, elle est embêtée par le fait que cette fois, elle peut pas faire le petit pas de côté. Et elle a réussi, et c'est un peu loin dans le disque, on comprend pourquoi, parce qu'elle-même, dans le lien SoundCloud qu'on nous a envoyé, il y a les commentaires de Barbara, on peut bien rire un peu, c'est de reprendre un morceau de Fernandel qui s'appelle le Tango Corse, qui est une collection de clichés, mais pas possible, et elle le fait, et elle le met là. Et là, voilà, là je reconnais son art d'arriver quand même à faire glisser du second degré dans ce qui aurait pu être un album purement d'hommage, limite commémoratif, qui aurait pu être aussi plombant. Et une dernière chose, parce qu'il y a une phrase, on a parlé du morceau de Digelin, la balade de chez Tao, et la dernière phrase est terrible quand on l'écoute aujourd'hui, c'est « Vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard ». Christophe Comte. Justement, cet album a été quand même a changé de morphologie avec la crise sanitaire, puisqu'au départ ça devait être un album plus classique, et puis est arrivé ce qui est arrivé, et Barbara Carlotti avec Bénédicte Schmitt est partie en Corse, et tous ces sons d'ambiance qu'on entend, et même cette épure qu'on entend sur certains morceaux, elle a été décidée en chemin. L'album est devenu une sorte de carnet de voyage. C'est sûr que aller se confiner en Corse, c'est plus agréable que dans le 18e arrondissement à Paris. Donc du coup, il y a pu y avoir cette respiration, et c'est un disque qui arrive, j'ai envie de dire, c'est une thérapie. C'est vrai que pour les gens, ce disque arrive début octobre, avec tout ce qu'on a connu et ce qu'on connaît encore. Là, d'un coup, c'est une sorte c'est presque un cliché de le dire, mais c'est quand même un voyage. On l'a entendu, hein, les cigales, le bruit du maquis, de l'eau, enfin, tout ça est quand même extrêmement bien fait, très élégant, comme toujours chez Barbara Carlotti. Et donc, en plus des chansons, on a ce côté field recording, comme on disait à l'époque, qui est assez réussi, qui n'est pas trop envahissant non plus. Élégant, c'est sûr, mais moi, dans l'espèce de second degré dont parlait Philippe Azouri, j'entends aussi une forme de grincement et de rapport très distancié, même dans la voix, qui est parfois très, très, très loin, très lointaine, à la Corse, au territoire, à ce qu'elle est en train de chanter, Philippe Azouri. Je pense qu'il y a une part, moi c'est ce qui m'échappe, parce que c'est une culture que je connais pas du tout, j'ai pas réellement eu le temps de m'y plonger, même ça aurait été une imposture, mais je pense qu'il y a dans certains titres, dans les recherches qu'elle a faites, on voit quand on se retourne un peu, on essaie quand même de chercher sur Internet les 4-5 infos qu'on peut avoir sur les chanteurs, les groupes. C'est aussi un album qui a sa part de politique. Elle est invisible, elle passe à travers une orchestration très douce, beaucoup de douceur. L'élégance et de la douceur avant tout, mais réellement, je pense qu'il y a à l'intérieur de ce disque des textes qu'elle doit être très très contente de placer, d'arriver à placer, ou des personnalités, ou des gens qui ont été mis à l'écart, qui se sont divisés. On a l'impression qu'il y a de ça aussi. Moi, ça, je serais très très curieux, et je lirais de façon passionnelle quelqu'un qui a cette culture-là et qui m'explique à quel endroit il y a une énorme part de risque ou une part politique très revendiquée. Au Corse, Île d'amour, le dernier album de Barbara Carlotti paraîtra le 9 octobre prochain, c'est la semaine prochaine, chez Elektra. France Culture, la critique, Lucille Como. Dernier objet au sommaire de cette critique, Ascension de Sufjan Stevens, artiste né à Détroit en 1975 alors que la grande ville de l'automobile américaine amorce son déclin. Il navigue entre rock, pop et électro. Ce dernier album, comme souvent, Stevens l'a conçu seul, enregistrant les différentes pistes instrumentales les unes après les autres. Un objet conséquent, 15 titres, 1h20. Des motifs conséquents, eux aussi, la vie, la mort, la dépression, la rédemption, un peu d'amour éventuellement, mais bon, ça on n'est pas tout à fait sûr. Et un morceau final de 12 minutes intitulé America, qui est loin d'être un hymne. On écoute tout de suite Lamentation.
Le cœur qui dissonne, ça pourrait être un bon résumé en fait de tout Sufjan Stevens. Philippe Azouri, qui est-il? Oui. Que nous dit-il? Alors, vous avez avoué hors antenne que. Ah non, mais Sufjan Stevens. Non, mais je balance. Que Sufjan Stevens, c'était un peu lointain pour vous. Ah, ça le reste. C'était un peu brumeux. Disons. Alors que j'avais un argumentaire qui me semblait qu'il avait cohabité deux couches en fait de, j'allais pas dire de fans parce que je suis pas certain que ce soit quelqu'un qui est réellement un vrai fan club, mais de générations qui ont écouté Sufjan Stevens. Il y a une partie comme ça de gens qui sont plutôt de ma génération à moi, qui l'ont découvert aux alentours de 2003, 2005. C'est à l'époque où ils voulaient faire un disque par État américain. Alors, il y en avait un sur le Michigan, Greetings from Michigan, moi, à mon sens, reste son meilleur album. 2 ans plus tard, en 2005, il y avait celui sur l'Illinois. Puis il a fini par arrêter cette série-là. Par contre, il est très, très, très productif. Pour le meilleur comme pour le pire, on va dire. Il y a eu des albums très très mauvais dans les dernières années. Il y a des albums très étranges. Il y en a un sur le Décalogue très récemment, qui est un album au piano, qui est vraiment très surprenant. Mais il y a une génération qui l'a découvert, une nouvelle génération qui l'a découvert il y a, le temps passe hyper vite, mais 3 ans, avec la BO de Call Me By Your Name, voilà, qui l'a remis. Qui était un film sorti, je ne vais pas réussir à prononcer le nom du réalisateur, donc je ne vais pas le faire, mais qui est un film sorti il y a 2 ans, 3 ans, grand succès. Gros succès, voilà, gros succès générationnel, et surtout, enfin vraiment avec une BO qui a tourné, comme ça arrive parfois, et qui redonne en tout cas de l'importance à l'industrie, j'ai l'impression, sur The Elevation, une sorte d'espoir, enfin, que cet album... C'est l'ascension, mais c'est pas grave. Ah, c'est l'ascension. C'est pas exactement pareil, mais on voit. J'ai aucune culture religieuse. C'est ce que je constate. Je sais pas prendre de notes. 2, question religion, c'est nul. La Corse non plus. La Corse, l'histoire bidon, la géographie 0. Bon, alors allons-y sur ce disque-là. Qu'est-ce que vous lui trouvez de plus? Il s'appelle comment déjà, vous disiez? Ascension. L'Ascension. On sent voilà, qu'il y a une attente énorme de l'industrie, parce qu'ils se disent quoi? Enfin, un album qui fait évidemment 1h15, qui est ambitieux, qui arrive à 1 mois de l'élection américaine, dans une année électorale. Le disque tire un bilan noir, dépressif, badant, on pourrait dire, générationnellement, enfin, de l'Amérique, ou de son rapport lui-même à l'Amérique, qui est troublant. Et qui, moi, par ailleurs, n'arrive pas à me convaincre tout à fait. Enfin, moi, j'ai quand même un problème avec... On va y revenir à votre problème. Alors, Christophe Comte. Oui, alors, Sufjan Stevens, effectivement, comme l'a dit Philippe, c'est quelqu'un qui est très actif, qui est même surproductif, mais qui, lorsqu'il réserve ses... il remet ses forces en branle pour faire un album de chansons. Là, d'un coup, pour moi, Carrie and Lowell, qui date d'il y a 5 ans, est un des plus grands classiques de l'histoire de la musique américaine. Je pense que ce disque, on l'écoutera dans 100 ans. C'est un disque sublime, très pur, qui parle de sa mère qui est schizophrène et malade du cancer, qui est un disque rétrospectif sur sa jeunesse et tout ça, mais surtout qui est un disque vraiment sublime du début à la fin. Et là, en voyant arriver à nouveau, après plein de petites expériences qu'il a pu faire entre-temps, un album de chansons de Sufjan Stevens, on pouvait se dire qu'il allait reprendre un peu son style de songwriter. Et là, on se retrouve avec un disque qui est un peu bâtard, effectivement, parce que c'est une ascension, mais elle peine à s'élever. C'est un disque trop long, trop chargé de tout, d'émotions parfois, mais surtout, et parce que le précédent était très chargé d'émotions, mais ça l'empêchait pas d'être sublime. Là, c'est chargé de trop d'informations, parce que Sufjan Stevens, qui jusqu'ici séparait un petit peu les grains, d'un côté faisait des albums électro-instrumentaux, de l'autre côté des petites expériences à droite à gauche, là il met tout dans le même panier. Et le problème, c'est que les chansons ne sont pas non plus à tomber par terre. À tel point que la plus belle chanson de l'album, pour moi, elle n'est pas sur l'album, elle est sur... alors maintenant, je ne sais pas si on peut dire la phase B, mais de America. Le MP3B. Voilà, le MP3B. Maïrachnik, qui là, pour le coup, est une chanson sublime, mais qui dure aussi 9 ou 10 minutes. Mais à part ça, il y a des moments assez gracieux dans ce disque, il y a des moments un petit peu heurtés, mais sans qu'on soit vraiment impressionné, parce qu'il y a tellement d'autres gens qui font ça aujourd'hui, que toutes ces expériences un peu avec l'électro, je les trouve pas formidables. Après, sur l'écoute, ça reste quand même, on le sent, quelqu'un qui maîtrise très bien les choses. Il a 45 ans, c'est pas un jeune, donc il a quand même une maîtrise.
parfois un peu d'autocomplaisance dans la manière qu'il a d'étirer les choses et puis de les bousculer comme ça de manière un peu gratuite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement de ce que vous décriviez, Philippe Azouri, c'est-à-dire que maintenant il a deux bases, disons, de fans, les anciens auxquels il fait plaisir avec des très longs morceaux un peu sophistiqués, et puis des morceaux qui sont ultra marketés. Il y en a un qui s'appelle Video Games, qui a d'ailleurs largement servi de single parce qu'il est court, il est très électro, il est dansant. Il se retient. Voilà, et c'est une sorte de gimmick où il dit je ne veux pas jouer à vos jeux vidéo. On a l'impression qu'il est un peu écartelé, là, Sufjan Stevens, entre deux directions, deux trajectoires très différentes. Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a aussi, quand j'entends Christophe le raconter très très bien d'ailleurs, on perçoit que Sufjan Stevens c'est son propre ennemi. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment donné où lui-même arrive à planter un album qui aurait dû être son Born in the USA, ou l'équivalent peut-être d'un album de Neil Young, comme Neil Young arrive à dégainer à peu près tous les 3 ou 4 ans, qui est d'une importance capitale sur la mise au point, on pourrait dire tous les 4 ans de façon électorale, de où on en est de l'Amérique. Et là où il est son propre ennemi, c'est que c'est lui qui fait tous les beats de l'album, et les beats de l'album sont, tous les rythmes, les drums sont catastrophiques, donne cette impression qui moi déjà me gêne dans la musique de Sufjan Stevens depuis déjà très longtemps. Si on écoute par exemple ses albums sur YouTube, qui sont entrecoupés de publicité. Après, c'est pas sa faute, il a été beaucoup copié, mais c'est vrai, à un moment donné, on sait plus distinguer ce qui est de la musique de publicité et ce qui sont parfois ces albums. Et quand ces albums méritent, ce sont ces albums électro qui méritent, c'est pas les albums où il est pur. Les albums où il se laisse juste aller au minimum d'orchestration, de production, juste sa voix. J'en suis pas dingue de sa voix, mais il sait quand même chanter. Voilà, ça fait partie de son charme. On va avec ou pas. On peut être touché. Là, je pense qu'il y a question production, et notamment, vraiment, la question des beats, il y a quelque chose qui ramène le disque 15 ou 20 ans en arrière. Ça aurait pu être vraiment un album que je n'aurais pas écouté aux alentours de 2002 ou 2007. Personne n'y aurait... moi, il me faut... Je suis assez... Les 2 premiers morceaux arrivent à m'intéresser beaucoup, puis il y a un très très long tunnel. C'est vraiment... C'est plus l'ascension, c'est Golgotha, quoi. Il se rattrape sur la rue. Il a quand même 2-3 restes. Et non, c'est le décalogue et le morceau juste avant. J'ai pas noté que je trouve... Non, pas le décalogue, qu'est-ce que je raconte là. Oh là là, je suis vraiment perdu. Excusez-moi. Non, c'est vraiment le morceau de 12 minutes. Enfin voilà. Donc, America, qui est le dernier. America, voilà, qui je trouve vraiment un souffle. Et le morceau juste avant, pas noté, de façon imbécile. Voilà, et lui, personne l'a sous les yeux. Donc non, on l'a pas, parce que tout est dématérialisé. Le Don't Do To Me What You Did To America, qu'il répète régulièrement en America, c'est vrai qu'on a aussi dit ne te fais pas toi-même ce que mais je pense que toute la problématique quand même de Sufjan Stevens, c'est ce qui le rend aussi quand même assez passionnant parmi tous ces mecs qui sont arrivés dans cette vague folk, c'est qu'il a toujours ce côté de ramener l'histoire générale à sa propre histoire. Et là, dans ce disque, c'est vraiment ça. On sent qu'il veut parler de l'Amérique, mais en fait, il parle de lui-même. On sent qu'il veut parler de l'époque, parce que Video Games, ça parle des réseaux sociaux, de la surinformation, etc. Mais finalement, on entend quoi ? Ne fais pas de moi ton jeu vidéo. Donc, il peut s'adresser à un garçon, une fille, ce qu'il veut. Ne fais pas de moi ta publicité. Voilà, et on sent qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes affectifs, je pense, depuis toujours. On le sent à travers ses chansons. C'est quelqu'un d'assez solitaire, qui a une très très grande imprégnation religieuse, faut pas l'oublier. Ça a quand même il est chrétien orthodoxe. Ça fait partie. Moi, je l'ai vu en concert plusieurs fois. Certains de ces concerts sont des messes, c'est-à-dire qu'on est vraiment. Il y a des chœurs, il y a des comment on dit, des enfants de chœur d'une certaine manière qu'on entend, qu'on voit. Lui-même une sorte de Christ comme ça au milieu, dans une lumière diaphane. Il a ce côté-là, et c'est pas du tout du second degré. Il est vraiment comme ça. Il parle de religion très très souvent. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Ses interviews sont très profondes. Il parle de philosophie. C'est pas du tout un petit naïf replié sur lui-même. C'est quelqu'un au contraire de très affirmé. Mais sa musique parfois donne l'impression de pas traduire exactement ce qu'il a. C'est The Ascension, le titre dont vous vouliez parler, Philippe Azouri. Décidément, il y a un truc avec l'ascension. C'est pas la bonne étape pour vous. En tout cas, concluez donc sur cet album de Sufjan Stevens. Non, j'ai du mal à aller beaucoup plus loin que ce que dit Christophe, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il a une connaissance profonde et bien meilleure. Moi, j'avais un peu oublié Sufjan Stevens, je ne savais plus exactement où j'en étais avec lui.
C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est passé à côté d'un très très grand disque pour peu. C'est-à-dire qu'il aurait... Je me dis on dit que ces chansons ne sont pas extraordinaires là. S'il avait appliqué sur ce disque en termes de production ce que Nick Cave a fait sur son dernier album l'an dernier, Ghostin, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'étendue, de l'épure, on aurait eu l'impression de traverser peut-être effectivement l'Amérique entière d'aujourd'hui, l'entendre parler, la critiquer. Par contre, quand il relie l'intime et l'affectif à l'Amérique, à l'histoire politique, moi c'est là où il m'intéresse le plus. C'est vraiment, je trouve que là il tient quelque chose qu'il a besoin de creuser encore et encore. Ascension de Sufjan Stevens, apparu chez Asthmatic Kitty Records. Je crois que c'est pas Élévation. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Philippe Azouri. Merci Christophe Comte. À la préparation de l'émission, c'est Thaïs Atouendoy et Boris Pinault. À la réalisation, c'est Perry Legras. Et à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Lundi, vous retrouverez Olivia Gesbert et La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique consacrée au théâtre et à la musique classique cette fois. 3 spectacles du côté de Guermantes de Christophe Honoré, Iphigénie de Stéphane Braunschweig et le Ballet Royal de la Nuit de Sébastien Dossé. Enfin un disque, celui de Sabine Devielle et Alexandre Tarot, Chansons d'amour.